Jean-Philippe Meloche, professeur spécialisé en économie urbaine. Vous êtes à l'École d'urbanisme et d'architecture à l'Université de Montréal. Bonsoir, M. Meloche. Bonsoir. Est-ce qu'il y a des leviers que peut utiliser le gouvernement du Québec pour apaiser la crise? Mais d'abord, je vous pose la question, est-ce que vous, comme spécialiste, vous considérez qu'il y a une crise du logement? Bien, c'est certain que le rapport entre les revenus des gens et le coût des loyers ou des maisons à l'heure actuelle à Montréal n'a jamais été aussi élevé. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est un état de crise? C'est sûr que le marché est en surchauffe. Après, quand on compare Montréal avec des marchés comme ceux de Toronto ou Vancouver, on s'aperçoit qu'on est encore loin des situations qui sont vécues là-bas. Donc, je ne pourrais pas vous dire, elle est où la ligne où on commence à appeler ça une crise ou pas une crise, mais c'est certain que la situation n'a jamais été aussi troublante que celle qu'on connaît présentement à Montréal. OK, mais c'est important. Vous dites, il n'y a pas, contrairement à une récession, il n'y a pas des critères objectifs qui font qu'on appelle ça une crise du logement, là. À ma connaissance, il n'y en a pas. Peut-être qu'il y en a qui en ont déjà déterminé, mais disons qu'il y a des marchés qui sont complètement hors prix. Traditionnellement, par exemple, Vancouver est l'endroit au Canada où ça coûte le plus cher se loger, mais ça a toujours été comme ça. Ce qu'on remarque, qui est une tendance qui change un peu, c'est que là, il y a une accélération du phénomène, c'est-à-dire qu'il y a une déconnexion de plus en plus grande entre le revenu des ménages et le coût des logements. Mais comme je vous dis, si on fait le ratio des revenus sur les coûts du logement à Montréal, là, on est à peu près le prix d'une maison moyenne sur un revenu moyen, on est à peu près d'une échelle de 5-6. À Vancouver, c'est une échelle de 10. Donc, on s'entend que c'est presque 2 fois plus cher qu'à Montréal. Et donc, ça nous donne une perspective sur qu'est-ce qui pourrait venir dans le futur. C'est-à-dire qu'on est capable de voir pire que nous. Qu'est-ce qui explique la hausse si rapide des loyers dans une ville comme Montréal, mais pas qu'à Montréal, là. On le disait, à Québec, à Sherbrooke, ailleurs. Il y a un phénomène qui est canadien, mais aussi dans la plupart des grandes villes du monde à l'heure actuelle, on a ces phénomènes-là de hausse du coût des logements. Donc, il y a un phénomène, je vous dirais, qui tient à l'économie en général, d'autres qui tient à l'économie canadienne. Il faut comprendre que le Canada est un des pays dans le monde qui reçoit le plus d'immigrants par rapport à sa population. Mais ça, c'est quelque chose qui a toujours existé ou qui existe depuis plusieurs années, mais des fois, le flot s'accélère plus vite qu'on l'anticipe. Et en fait, le prix des logements est tributaire juste de la pointe de l'iceberg, c'est-à-dire que c'est le nombre de nouveaux ménages qui se créent et le nombre de nouveaux logements qu'on est capable de générer à chaque année. Si on n'a pas une bonne adéquation entre ces deux choses-là, il se génère un phénomène de rareté. Et là, c'est ce qui se produit à l'heure actuelle, c'est-à-dire que le nombre de nouveaux ménages qu'on a au Canada, soit qui se créent de l'intérieur, soit qui viennent par l'extérieur, ce nombre-là s'accroît plus rapidement que notre capacité à construire des logements pour combler la demande. Et là, les taux d'inoccupation fondent, puis après ça, il y a surenchère sur ce qui reste de disponible. Alors, devant cette situation-là que vous expliquez bien, qu'est-ce que le gouvernement du Québec, pour prendre l'exemple du Québec, peut faire pour freiner ça? Est-ce qu'il y a des leviers vraiment qui seraient efficaces? Il faut comprendre que le marché immobilier, c'est un marché qui fonctionne très lentement. C'est pas comme quand on a une crise de consommation, là, comme on en a eu une au début de la COVID. Le gouvernement canadien a juste imprimé de l'argent et envoyé des chèques. Ça s'est fait en quelques semaines. C'est une réaction très rapide. Au niveau du logement, s'il manque 40 000 logements, comprenez que le gouvernement ne peut pas imprimer 40 000 logements puis renvoyer ça puis dire, on va vous installer là-dedans. Donc, c'est un marché qui fonctionne très lentement. Les problèmes, on les voyait venir, mais même si on les voit venir pendant plusieurs années, le temps de s'ajuster, c'est très lent. Les promoteurs immobiliers ne veulent pas nécessairement prendre trop de risques, donc ils essaient d'anticiper de manière conservatrice les hausses de demande. Et là, plusieurs années de suite, on s'est vraiment trompé dans combien de logements il fallait essayer de mettre en marché pour suivre le rythme. Donc, on a pris du retard dans la production et ce retard-là cumulatif doit être résorbé. Mais même si on essaie d'agir maintenant, aujourd'hui, pour lancer des logements sur le marché, ça peut prendre plusieurs années avant que ça se résorbe. Et peut-être que la demande va avoir descendu un peu d'ici là. Donc, à la défense des gouvernements, les leviers ne sont pas nombreux. C'est ça. Vous dites que ce n'est pas si simple que ça, intervenir. L'idée, on se quitte là-dessus, Jean-Philippe Meloche, l'idée de geler
Est-ce que ça se fait? L'idée de geler les loyers, dire pour une année, on gèle, est-ce que ça peut se faire dans un marché comme celui-là? À court terme, ça peut aider les gens qui payent un loyer. Le problème, c'est qu'à long terme, ça peut déséquilibrer le marché puis exacerber le problème. C'est-à-dire que depuis très longtemps, on n'investit plus dans les logements locatifs au Québec parce que les hausses de loyers sont trop lentes par rapport au prix du marché. Donc, les gens préfèrent construire des propriétés qui vont être vendues pour des propriétaires. Et si on met encore plus de contraintes dans le marché en gelant les loyers, bien, on va faire fuir encore plus les investisseurs. Puis éventuellement, on va avoir encore moins ou on va créer du logement encore plus lentement. Et là, à long terme, on risque de se retrouver avec un problème qui va être exacerbé. Donc, une fausse bonne idée, dites-vous. Donc, c'est intéressant. Vous dites, les constructeurs font des condos, font des choses qui se vendent bien pour les gens qui veulent acheter, mais des immeubles à logement, compte tenu que pendant des années, les loyers étaient bas, considérés bas ici, c'était pas intéressant économiquement, puis on se retrouve avec un manque de ces immeubles-là. En fait, ça fait à peu près 30 ans au Québec qu'on n'en construit plus. C'est à peu près aussi simple que ça. On en fait pour du logement social, logement abordable, ou on en fait pour des résidences pour personnes âgées. Mais du logement locatif qui s'adresse à la classe moyenne, par exemple, là, ou aux gens qui travaillent, il n'y en a pas vraiment. On n'en produit plus. On fabrique du condo, on fabrique des appartements qu'on va vendre, on fabrique des propriétés, mais on ne fabrique plus de logements locatifs parce que, en fait, il y a eu un creux dans les années 90 où on ne construisait plus rien. Et au tournant des années 2000, les prix se sont mis à monter, mais comme les prix dans les propriétés montaient plus vite que les loyers, bien, c'était toujours plus intéressant de construire du condo et de la propriété. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. La seule embellie qu'on voit dans la production de logements locatifs présentement, c'est le logement locatif avec service qui s'adresse aux personnes âgées parce qu'on peut récupérer ce qu'on n'a pas dans le loyer dans la vente de services qu'on va attacher à ces types de résidences-là. Vraiment intéressant. Je pense qu'on on a compris pas mal plus de choses. Jean-Philippe Meloche, professeur spécialisé en économie urbaine à l'École d'urbanisme à l'Université de Montréal. Merci de nous avoir parlé. Au plaisir.